J'attends 10h30 juste pour des raisons de... Quoi que ce soit. C'est déjà 10h30 à ma montre, alors nous allons commencer. Bien, je vous souhaite tout d'abord une bonne année, je vous remercie d'être venus. Et nous commençons donc cette année la 7e année de cours qui porte sur la philologie de la civilisation japonaise. Je ne vais pas récapituler ici ce que nous avons fait précédemment, bien que j'y ferai allusion, vous allez le voir tout à l'heure, puisque c'est un cours continu, n'est-ce pas? C'est une enquête continue qui part de la première année, et vous verrez lors du prochain cours, je vais faire référence même à la leçon inaugurale. En tout cas, cette année, il y a une certaine continuité avec le cours de l'an dernier, puisque nous restons grosso modo dans la même époque, même depuis les deux dernières années. L'année dernière, vous vous souvenez, nous avions travaillé sur le Senjusho, les extraits d'un florilège, qui datent de la seconde moitié du XIIIe siècle. Donc c'est comme vous le voyez, celui qui va nous intéresser cette année, Dogen, est mort en 1253. Le Senjusho est datable de quelque part. Je vous avais donné des dates la dernière fois, mais disons pour être oui, dans les années 1270, peut-être un peu plus tard. Ensuite, l'année dernière même, le Senjusho c'était il y a 2 ans, l'année dernière nous avons travaillé sur Jien, la grande personnalité de Jien, 1155-1225. Vous voyez qu'il est mort à peu près à la moitié de la vie de Dogen, et qui est relié de plusieurs façons à Dogen. Nous le verrons très rapidement lors de l'esquisse de la vie de ce moine que je ferai la semaine prochaine. Mais avant d'aborder le cœur du sujet, donc, il faut reparler du contexte général du thème de cette année. Alors, comme vous le savez déjà, depuis le temps, nous appelons philologie, encore que j'en donne une non-définition différente chaque année, mais c'est l'examen de la situation langagière du Japon, dont nous pouvons suivre l'évolution dès les premiers textes conservés jusqu'à l'histoire la plus récente. Cette situation est caractérisée par la coexistence permanente de 2 langues, la chinoise et la japonaise. On pourra me faire remarquer que ce n'est pas une découverte et qu'il suffit d'avoir pris quelques leçons de japonais ou même de lire un article d'encyclopédie pour être informé de ce fait. Ce que nous voulons faire ici, en revanche, c'est approfondir l'exploration de cette relation, au-delà d'une étude superficielle faite de statistiques de vocabulaire, de recherches sur la statistique comparée des 2 langues, d'énumération de citations plus ou moins clairement enchâssées dans la langue japonaise. Mais bien sûr, ça fait partie aussi de notre méthode. Le phénomène que nous nous évertuons à mettre en évidence est que cette relation n'est pas fondée sur l'emprunt tel qu'on le conçoit d'ordinaire en linguistique, et qu'il s'agit en réalité d'un effort continu, constant, profond des lettrés japonais à toutes les époques, depuis les premiers monuments de cette langue du japonais au 8e siècle, pour entretenir un dialogue aussi continu que discret, voire secret, avec la langue chinoise, véritable source originelle, mais qui a aussi constamment irrigué le japonais en devenir permanent. C'est la source et le courant. Cette relation dialogique est à prendre au sens littéral, comme je me propose de le montrer au cours de cette année. Nous n'avons eu de cesse que de montrer que ce rapport sino-japonais, couple exprimé en japonais depuis une date fort ancienne par le composé wa-kan, n'est-ce pas, wa Yamato et kan, la Chine, ne relève pas du simple emprunt linguistique, mais il s'agit d'un effort constant, donc, que nous avons pu appeler de démarcation, de décalage, d'altération d'une langue vers l'autre, non seulement pour mettre la langue d'arrivée, le japonais, à même d'exprimer les enseignements, les idées de la langue de départ, de quelques domaines de la culture continentale qu'elle puisse relever, que l'on pourrait appeler aussi culture de prestige, n'est-ce pas, langue de prestige, mais aussi pour mettre la langue d'arrivée au niveau de prestige de la langue modèle. Il s'agit de conférer à la langue japonaise ce qu'on pourrait mettre entre guillemets la sacralité du chinois. Le terme de sacralité est à prendre au sens le plus large. Le chinois est la source de la littérature, de l'histoire, des lois, des sciences, en plus d'être la langue de transmission du bouddhisme, certes en provenance ultime de l'Inde, mais que le Japon n'a connue que dans les traductions chinoises. Bien qu'il ne faille pas oublier, vous vous en souvenez, l'influence indéniable de la langue sanskrite et de l'écriture brahmique, les bonji, toujours transmises par l'intermédiaire de la Chine.
Or, nous l'avons vu tout au long des années précédentes, le bouddhisme a eu au Japon un rôle de catalyseur, pour ainsi dire. La doctrine bouddhique a fourni le cadre qui a permis la mise en harmonie des deux langues, aidée en cela par une donnée de départ qui nous paraît décisive pour l'histoire de la langue japonaise, je le répète, c'est l'institution du caractère divin de la poésie en langue japonaise, le waka. Le waka a été fait par les dieux. Nous n'y reviendrons pas, rappelons seulement que le Japon est, pour autant que nous sachions, le seul des pays relevant de ce que j'appellerais la sphère sino-glossique, qui est influencée par la langue chinoise, donc la Corée, le Japon, le Vietnam, et les différentes, comme on dirait maintenant en Chine, les minorités qui composent la Chine, n'est-ce pas, qui n'étaient pas chinoises Han à l'origine, mais beaucoup le sont devenus. Donc c'est le seul des pays relevant de la sphère sino-glossique à avoir aussi fermement et surtout aussi rapidement, aussi tôt dans l'histoire, au moment même où s'élabore le premier monument de la langue, au début du 8e siècle, établi une base religieuse qui permette, alors même que la culture écrite japonaise n'en est qu'à ses tout débuts, de définir un espace intangible, un temple philologique, je pourrais même parler de sanctuarisation, qui puisse être placé face à la langue ou à l'écriture de la Chine. Ce sanctuaire, c'est le waka, n'est-ce pas, qui est posé comme inattaquable en quelque sorte, comme fondement de j'allais dire de l'identité, ce n'est pas tout à fait le sens qui convient, mais enfin, comme fondement de ce qui sera après défini comme japonais. Toute la suite de l'histoire culturelle japonaise sera la conséquence logique de cette démarche fondatrice. La doctrine de l'assimilation, le Honji Suijaku, ce sont des termes que nous avons employés tout au long des années précédentes, je le donnerai peut-être une prochaine fois, mais c'est-à-dire la base foncière que sont les Bouddhas et les Bodhisattvas et les traces descendues, Suijaku, n'est-ce pas, que sont les divinités japonaises, non c'est cette doctrine de l'assimilation qui pose les divinités japonaises comme émanation des Bouddhas et des Bodhisattvas, fournira la rationalisation de la sacralisation, bien des grands mots, n'est-ce pas, de la langue japonaise, pour aboutir à l'égalité que nous avons plusieurs fois évoquée, qui est répétée très souvent dès la fin du XIIe siècle, n'est-ce pas, disons à l'apogée à la fin de l'époque de Heian, qui est en même temps l'apogée de cette idée, la voie de la poésie, c'est-à-dire Uta no Michi en japonais, c'est la voie de Bouddha, Hotoke no Michi. Il y a un équivalent posé entre les deux, ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Les énoncés poétiques, les japonais, les waka, donc la poésie japonaise, sont l'équivalent des puissantes formules bouddhiques, les dharani ou les mantras, n'est-ce pas? Waka soku dharani, les waka sont des dharani, qui est une idée qui est vraiment exprimée à partir du XIIIe siècle, c'est-à-dire le siècle qui va nous intéresser cette année, mais qui est déjà en filigrane avec cette identification des deux voies, la voie de la poésie et la voie des Bouddhas, dès on peut dire le XIIe siècle, et notamment Shunzei. Cet axe d'équivalence qui balise le cheminement de notre enquête s'est révélé jusqu'à présent un guide efficace. Nous pensons avoir suffisamment montré que nous n'avons pas affaire à un processus inconscient d'emprunt linguistique. En effet, les emprunts imposés par les circonstances ont lieu la plupart du temps en raison d'une coexistence prolongée de deux groupes linguistiques dans le même espace ou dans des régions contiguës. Ce n'est pas le cas au Japon, bien sûr. Nous savons bien que ce n'est pas le cas. Si de tels emprunts ont effectivement eu lieu, nous les retrouvons, des emprunts donc inconscients en quelque sorte, nous les retrouvons profondément dissimulés au cœur de la langue japonaise. Et ils sont mis en évidence uniquement par la linguistique historique. Un exemple tout à fait parlant, c'est tout le monde prend le mot japonais pour le chapeau de paille des paysans, n'est-ce pas, le parapluie, kasa, comme c'est un très vieux mot japonais, on l'utilise très souvent en poésie. Vous savez que la poésie japonaise n'utilise que le vocabulaire purement japonais, à la différence du vocabulaire sino-japonais. Eh bien, kasa est un emprunt tout à fait visible au coréen, kat, n'est-ce pas, que l'on transcrit K-A-S, et évidemment, mais c'est considéré comme un mot japonais. Donc ce ne sont pas c'est quelque chose qui échappe à notre enquête. Donc ils échappaient à la conscience linguistique des Japonais, qui les ont toujours considérés comme des mots autochtones.
Les termes chinois, en revanche, à quelques exceptions près, et d'ailleurs il faut se demander si ces exceptions même n'étaient pas utilisées en toute connaissance de cause par les poètes. Je vous ai souvent donné l'exemple dans la poésie japonaise, vous trouvez suyu, n'est-ce pas, qui veut dire un instant, le moindre instant, et qui est simplement une japonisation d'un mot savant sino-japonais, shiyu. Donc, quand vous prononcez en sino-japonais, c'est shiyu. Dans la poésie japonaise, c'est suyu. Et les Japonais considèrent que c'est un mot purement japonais, ce qui n'est pas tout à fait exact, bien sûr. Donc, c'est une convention. Là. Donc, il suffit, pour montrer cet exemple, cet emprunt conscient et parfaitement manifeste, de mentionner l'exemple du vocabulaire bouddhique, dont on peut être sûr qu'il s'est diffusé dans la langue à travers la prédication et les rituels. C'est à partir de la fin de Heian, donc la fin du XIIe siècle et du début de Kamakura, notamment dans les milieux lettrés entourant l'empereur Go-Toba, je ne reviens pas là-dessus, nous y avons passé toute l'année dernière, les rédacteurs du Shinko Kinshu, n'est-ce pas, en particulier Shunzei, qui a vraiment établi cette identité, que s'élabore de façon explicite l'identification des waka et de la voie du Bouddha. Cette identification exprimée clôt le processus qui s'est développé au long des siècles et dont nous avons pu étudier quelques grandes étapes dans les années précédentes. Nous avons vu qu'il avait aussi accompagné la mise au même niveau de la poésie chinoise et de la poésie japonaise. Ce ne sera sans doute pas simplifier trop grossièrement la situation que de poser qu'à la fin du XIIe siècle, la cause était entendue et que l'action menée au cours des siècles précédents par les clercs était arrivée à son terme. L'égalité de statut des deux styles, plutôt que des deux langues, n'est-ce pas, le sino-japonais et le japonais, tant au point de vue littéraire que religieux, était désormais établie. Enfin, avec les bémols, si j'ose dire, que nous allons voir. Cette égalité, certes, est cependant à considérer dans la perspective de la doctrine de l'assimilation, du Honji Sujaku. Il est certain que la langue japonaise est du côté de la vérité profane. Vous savez que, je ne reviens pas là-dessus aussi, nous en avons superbement parlé, disons que la doctrine japonaise, la doctrine bouddhique pose deux vérités, je simplifie pour l'instant, une vérité profane, phénoménale, zokutai, et la vérité absolue, shintai, n'est-ce pas, la vérité authentique, la vérité vraie, si vous voulez. Et la langue japonaise, dans cette doctrine du Honji Sujaku, est d'abord du côté de la vérité profane, phénoménale. Et c'est en même temps la doctrine des dieux qui sont des adaptations phénoménales des Bouddhas, en quelque sorte. Mais il est dans l'esprit du Honji Suijaku, à la fin ça a évolué aussi, que les deux versants, profanes et authentiques, vrais, soient confondus dans la vérité parfaite. On se souvient du Naniwa Hyakushu, de la centurie de poèmes de Jien que nous avons étudié l'année dernière, où il distribue ses poèmes selon les deux vérités, donc ce qui montre que la langue japonaise est capable de transmettre la vérité authentique. Nous avons vu aussi qu'au début de l'époque de Kamakura, à l'orée de l'époque qui nous intéresse cette année, Jien avait franchi une nouvelle étape en utilisant la langue japonaise dans un écrit en prose consacré à une réflexion sur l'histoire japonaise, le Gukansho, qui est une innovation dans ce sens. On avons vu ça l'année dernière. Le XIIIe siècle, donc, le grand siècle de Kamakura, voit la langue japonaise poursuivre son ascension en devenant pleinement langue de propagation, d'explication, d'exégèse de la loi bouddhique, rôle qui était jusqu'alors dévolu largement au sino-japonais. Je ne reviens pas sur le fait que le sino-japonais était oralisé, lu en langue japonaise. C'était une sorte de glose ou de traduction permanente. Il s'agit même là d'un des traits les plus caractéristiques de ce que l'on a appelé le nouveau bouddhisme de Kamakura, n'est-ce pas, le Kamakura Shinbukkyo. Chacun connaît les principaux représentants de ces nouveaux courants. Je vous en donne 3 ici, j'en donnerai 2 autres tout à l'heure. Par ordre chronologique, n'est-ce pas, nous avons d'abord Shinran. Je vous donne simplement disons les clichés de l'historiographie bouddhique, n'est-ce pas. Nous allons voir que les choses ne sont pas aussi simples que ça, mais tout le monde le sait. Donc Shinran, pour l'école authentique de la terre pure, Dogen pour le Soto-shu, et Nichiren pour le Nichiren-shu. Et les trois présentent beaucoup de points communs.
dont le moindre d'ailleurs n'est pas qui m'intéresse tout particulièrement, et vous verrez que ça a une certaine importance, d'être tous issus de l'école Tendai, qui a profondément imprégné leur doctrine. Et ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure aussi. Pas, tout le monde est sorti du Tendai. Le Tendai mène à tout à condition d'en sortir, mais ça s'avère en tout cas dans le bouddhisme de Kamakura. Bien que seul Nichiren, dans ce groupe, a été le seul à se prévaloir du Tendai au point de soutenir que son but était de restituer l'ancienne école japonaise dans la pureté qu'elle avait lors de son établissement au Japon avec Saicho et son disciple Gishin au début du IXe siècle. Nous allons le revoir tout à l'heure. Saicho. Mais un autre point commun d'une immense importance pour ce qui nous concerne est qu'ils ont tous trois laissé une œuvre diglossique, je ne veux pas parler de bilingue, en style chinois et en japonais, alors que ceux de leurs ouvrages qui ont le plus marqué la postérité, et surtout les temps modernes, furent rédigés en japonais. C'est un peu moins vrai de Nichiren, mais j'en dirai un mot. C'est bien sûr vrai pour Shinran, évidemment, dont le court traité qu'on pourrait traduire par la déploration des divergences, n'est-ce pas, le Tannisho, qui a été magistralement traduit par Jérôme Ducor il y a quelques années, que je vous invite à lire. C'est très bref et ça a été très bien commenté par Jérôme Ducor. Donc ce Tannisho est encore très populaire de nos jours au Japon. C'est sans doute de tous les titres que je mentionne et que je mentionnerai, le seul à être encore lu par un large public, ce qui s'explique aussi par sa brièveté. Ce l'est aussi pour Nichiren, bien que ses œuvres les plus connues aient été rédigées en sino-japonais, pas comme le Risho Hankokunon que je mets ici, l'établissement du juste, et pour établir le juste, pour stabiliser le royaume, n'est-ce pas? Et l'autre, Shugoku Kanon, de la défense du royaume, ce sont les deux grands traités de Nichiren qui sont encore étudiés, mais dans l'ensemble de ces écrits, que l'on réunit sous l'appellation des Gosho, n'est-ce pas, de Nichiren, les augustes écrits, ils sont largement en sino-japonais, il a cependant laissé de nombreuses lettres et de mises au point doctrinales en japonais, et qui sont les plus lus. Mais c'est bien sûr Dogen qui a laissé le monument le plus remarquable de la littérature bouddhique de langue japonaise, avec le Shobogenzo, le deuxième, n'est-ce pas, que l'on peut traduire de plusieurs façons, que je traduirai ici pour ne pas trop m'avancer, comme le réceptacle de l'œil de la loi correcte. Nous y reviendrons naturellement dans la suite de ce cours. Mais remarquons d'abord que ces œuvres en langue japonaise, qui ont suscité tant d'intérêt dans le Japon d'après Meiji, avant de poursuivre leur diffusion à l'étranger, étaient loin d'être aussi prisées dans le Japon prémoderne. Nous pouvons d'ailleurs dire la même chose du Gukansho de Jien. On saurait ignorer l'importance de la volonté d'établir, fût-ce rétrospectivement, une tradition bouddhique, voire une tradition philosophique, ou plus modestement de pensée, proprement japonaise, et donc de langue japonaise, selon les critères prévalents dans l'Europe savante du XIXe siècle, où les historiens des littératures s'efforçaient partout de séparer les œuvres, par exemple en Occident, les œuvres latines médiévales et modernes qui avaient dominé les différentes contrées de l'Europe, on les séparait des écrits en langue vernaculaire, dans les langues modernes de l'Europe. Ces écrits en langue moderne devenaient le symbole des nations qui s'affirmaient alors selon de nouvelles perspectives. Et le Japon de Meiji a subi de plein fouet cette vague de nationalisme littéraire qui s'étendit aux historiens de la littérature, des religions, de la philosophie et aux philosophes eux-mêmes. Ce qui a fait que la redécouverte de nos trois religieux à l'époque moderne, doit énormément à ce désir de reconstruction d'une dimension séparée de la pensée japonaise. Ce qui explique que ce soit les deux ouvrages de Shinran et de Dogen ces deux ouvrages avoir véritablement trouvé une place centrale dans le Japon moderne. Tandis que les œuvres de Nichiren étaient la plupart du temps lues en kakikudashi, c'est-à-dire en lecture japonaise du Kambun. On peut s'interroger sur l'intérêt relativement moindre, c'est-à-dire l'intérêt élargi, n'est-ce pas ? Chacun de ces textes ont trouvé quand même, bien sûr, des lecteurs et des interprètes dans leurs écoles.
Nous pouvons en citer plusieurs raisons, mais la première était certainement que la langue japonaise en tant que telle est liée très profondément aux activités langagières que l'on pourrait dire de moindre importance, comme la prédication, les seppo, les howa, ou bien la littérature édifiante, les setsuan. Cette constatation vient renforcer ce que nous avons plusieurs fois relevé dans le processus que j'appelle hiéroglossique japonais. C'est avant tout le waka qui confère le poème qui confère sa légitimité supérieure ou transcendantale à la langue originelle de l'archipel. Et nous trouvons confirmation de cette constatation dans le fait que les monuments indéniables de la langue, et qui ont été toujours considérés comme tels, à commencer par le Genji Monogatari, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, donc, qui est des alentours de l'an 1000, sont pour ainsi dire légitimés par l'abondante présence des waka dans leurs textes. Dans le Genji Monogatari, vous avez à peu près 800 waka, n'est-ce pas? Il est amusant de voir que le Shobogenzo ne contient pas de waka. Mais vous allez voir que cette affirmation tient malgré tout, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Il est cependant indéniable que le Shobogenzo ait rapidement été considéré au sein de l'école Soto comme une œuvre prépondérante. Face au Tannisho, qui ne fait guère que quelques dizaines de pages, et encore, le Shobogenzo en comporte plusieurs centaines. Cette simple évidence donne à ce livre une place singulière dans l'histoire du bouddhisme japonais. Il s'agit, je crois sans exagérer, on peut dire qu'il s'agit du plus imposant monument bouddhique en langue japonaise de l'époque médiévale. Et l'on peut ajouter qu'il ne s'en trouvera plus de semblable avant l'époque moderne. Et même alors, on aura bien du mal à trouver un ouvrage qui puisse lui être comparé. Il y a, à mon sens, à l'époque moderne, c'est-à-dire au XXe siècle, un ouvrage que l'on pourrait comparer au Shobogenzo dans une tonalité tout à fait différente, mais dans l'activité linguistique qu'il implique et son ambition de pensée. Mais j'en parlerai dans 2 ans, alors je vous laisse la surprise. Il est donc normal que nous y arrêtions dans notre enquête. Revenons sur le but de cette dernière. Au risque de me répéter, je rappelle qu'il s'agit pour nous de montrer une activité consciente de la part des clercs japonais, j'emploie clercs au sens le plus large, tous intellectuels et lettrés qui ont opéré, qui ont écrit, qui ont laissé et qui ont aussi œuvré pour leur tradition savante. C'est-à-dire les courtisans lettrés, les poètes ermites, les femmes écrivains, les philosophes à l'époque moderne. Donc cette ambition de faire de la langue japonaise non pas un simple outil d'expression, mais d'en faire le véhicule qui permette à la culture japonaise de se poser de plein droit au niveau de la culture chinoise. C'est une entreprise chimérique, dira le bon sens. Et ce que nous savons, les deux cultures, elles sont tout à fait incommensurables. Comment peut-on mettre en parallèle la civilisation chinoise, qui était déjà millénaire lorsque le Japon commençait d'émerger dans les sources écrites, avec la culture d'un archipel dont les premières villes au Japon apparaissent à peine à l'aube du 7e siècle, après Jésus-Christ. Les premiers écrits, peu de temps après. Bien évidemment, il ne s'agit pas pour nous de prendre position à l'égard de ce processus, mais de le décrire et de le comprendre. Pour cela, il ne sera pas inutile au préalable de faire quelques remarques que je ne voudrais pas appeler comparatistes, mais qui pourront malgré tout nous servir de termes de référence à la fois pour mieux analyser le phénomène japonais et nous permettre de le situer dans un contexte historique plus vaste. On se doute bien que cela aura à voir avec la notion de philologie. Nous l'avons déjà dit et redit, et nous essayons de le démontrer par l'organisation régulière de nos colloques sur la hiéroglossie. Le modèle japonais n'est que l'expression quasi idéale par sa netteté, il n'y a pas de doute, d'un phénomène qui se répète d'un bout à l'autre de l'Eurasie, en passant bien sûr par l'Afrique. On le retrouve dans des contextes encore mal étudiés, mais infiniment prometteurs, ainsi que nous le suggère un article d'une africaniste, je ne l'ai pas mis ici, mais qui s'appelle Madame Tal Tamari, et je vous le donne, je vous donne ce titre qui surprendra dans le cadre de notre cours, mais qui est tout à fait justement dans l'esprit de la méthode, n'est-ce pas ? Cet article est intitulé « L'exégèse coranique en milieu mandingue ». C'est tout à fait surprenant, mais qui s'attendrait à trouver sous un tel intitulé
la description de procédés d'enseignement religieux qui rappellent de façon indéniable la méthode de lecture explicative qu'est le kundoku japonais. La lecture donc en japonais, l'oralisation en japonais de textes chinois. Et pourtant, la lecture de cet article, à nos yeux très important et révélatrice. Madame Tamari nous fait découvrir les méthodes exégétiques des écoles coraniques du Mali et comment les maîtres ont façonné une sorte de traduction, de kundoku, de glose en bambara du texte arabe qui a peu à peu implanté un parallélisme systématique de vocabulaire et de tournure arabe dans la langue bambara. On voit comment ces équivalents bambara, dans cet article, deviennent peu à peu autonomes et, une fois acquise leur liberté, constituent désormais un fond religieux et doctrinal, bien évidemment à forte connotation musulmane, mais qui peut être réutilisé dans d'autres contextes religieux. C'est ainsi que les traducteurs de la Bible chrétienne en bambara, n'ont pu qu'avoir recours à ce vocabulaire et à ces locutions pour transposer le discours chrétien. Remarquons bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de vocabulaire, mais aussi de grammaire, tout comme ce qui s'est passé tout d'abord dans les traductions du sanskrit en chinois et ensuite dans la langue japonaise, où le kundoku a imposé peu à peu des équivalences systématiques, voire des procédés grammaticaux qui ont été recyclés, pour ainsi dire, au XIXe siècle, lorsque la Bible fut traduite en japonais classique, et où les méthodes de lecture des textes bouddhiques chinois en japonais ont été réutilisées dans la traduction de la Bible. Cette plongée étonnante dans un univers peu connu, et il est très probable que le même phénomène se retrouve partout dans les régions musulmanes d'Afrique, avec la langue swahili par exemple, ou les langues berbères, nous conforte bien sûr dans la poursuite de notre enquête, selon l'axe fondamentalement religieux que nous avons trouvé dans la relation langagière sino-japonaise. Si la profondeur historique de la littérature orale bambara nous échappe, bien que nous puissions présumer son existence, on ne peut constater que cette relation hiéroglossique établie entre l'arabe coranique et le bambara, qui a conféré à cette langue une profondeur historique linéaire en reliant les deux langues, la source dogmatique, donc le hunji, n'est-ce pas, devant être recherchée dans l'arabe. Nous avons suffisamment vu au cours des années précédentes comment les Japonais, grâce à la transposition de la poésie japonaise et des textes bouddhiques chinois en poèmes japonais, se sont peu à peu constitués de la même façon un fond, un arrière-plan, une tradition historique agrandie à l'échelle de la culture chinoise. On se souviendra par exemple que dans la préface de l'une des anthologies poétiques impériales, tardive, n'est-ce pas, c'est le Senzaishu ou le Shinkokinshu, je pense que c'est Senzaishu. Les poèmes du Manyoshu, donc cette anthologie du 8e siècle, sont présentés comme l'héritage d'une tradition archaïque, immensément ancienne. Alors que si l'on remettait les choses à l'aune de l'histoire chinoise, il n'y a que la distance chronologique entre les deux œuvres, n'est-ce pas, entre le Manyoshu et le Shinkokinshu. Il n'y a que la distance chronologique entre la dynastie des Tang, ou les 6 dynasties à l'extrême rigueur, mais encore je suis généreux, et les Song, ce qui est une goutte d'eau dans l'histoire de la Chine. Mais l'opération était réussie, pourrait-on dire, puisque le Japon était désormais muni d'une tradition reconstituée à la chinoise dans laquelle s'ancrait sa langue. Et n'oubliez pas, je vous ai déjà dit que en mettant en parallèle le classique de la poésie, le shujing, n'est-ce pas, le shikyo, dans les anthologies poétiques japonaises, les Japonais se conféraient une sorte encore une fois, d'historicité, d'antiquité factice, de décor, mais qui réussissait admirablement son rôle. Il y a d'autres domaines culturels où se sont développées des relations hiéroglossiques bien plus facilement comparables à ce que nous trouvons au Japon, plus que l'exemple bambara que je vous ai donné tout à l'heure, et en particulier dans l'univers gréco-latin, dont les relations entre les lettres et la culture grecque telles que les Romains se sont avertués à les assimiler, à les reproduire et à les développer entre le IIIe siècle et le début du VIe siècle.
Après, il y a l'époque médiévale qui est encore autre chose. Nous avons la chance désormais de posséder à ce sujet la brillante étude publiée sous la direction de Florence Dupont et Emmanuel Valette-Cagnac, Les façons de parler grec à Rome, qui examine en profondeur le sens de la remarque primordiale que fait Paul Venn tout au début de son empire gréco-romain, son livre, n'est-ce pas, sur la nature bilingue grec et latin, en grec et en latin, donc, de cet empire. Il n'est certes pas question de comparer le Japon à l'Empire romain, encore que les milieux nationalistes d'avant-guerre l'auraient très volontiers fait, et l'on pourrait mener la comparaison assez loin dans ce qui s'est passé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut à ce sujet mentionner la monographie pionnière de Mme Wiebke Dennecke, Classical World Literatures, Sino-Japanese and Greco-Roman Comparisons, 2014. Vous voyez que c'est très récent et que cette idée commence à faire son chemin, qui mène la comparaison aussi loin qu'il est possible pour l'instant. Bien que l'aspect proprement langagier de la relation n'y soit pas, à notre sens, mis en lumière comme il l'aurait fallu. Mais il est évident qu'avec ces deux études et quelques autres encore, et là je ne peux faire qu'allusion très brève, je reviendrai souvent sur ce bodhisattva de la philologie qu'est Sheldon Pollock, deux livres que je vous ai déjà cités plusieurs fois, et je reviendrai dans mon dernier cours de cette année sur l'un de ces derniers livres. C'est l'importance donc de ce phénomène langagier est enfin pleinement reconnue. Et tout d'abord, vole en éclats l'idée du caractère unique de ces cas, qu'il s'agisse du latin en Europe. Pendant très longtemps, les philologues modernes ont considéré comme une aberration la survie du latin dans l'Europe médiévale, ou du chinois en Asie orientale, qui est considéré, alors là, du côté plutôt positif, par les Japonais comme les Chinois, comme un cas unique dans l'histoire de la culture. Donc il faut aussi rendre hommage au professeur Sheldon Pollock, pour ses travaux. Et dans cette étude aussi, d'ailleurs, le Language of the Gods, n'est-ce pas, Sheldon Pollock prend le phénomène du latin en Europe comme point de comparaison, tout en se limitant au rapport entre le latin et les langues vernaculaires de l'Europe médiévale, ce qui masque l'originalité du rapport gréco-latin, plus important selon nous pour tenter de décrire ce qui s'est passé dans la sphère sino-japonaise. Ce sont cependant des questions que l'on doit renvoyer à plus tard. L'important est d'admettre qu'avec la relation sino-japonaise, nous n'avons qu'un exemple, aussi clair et délimité qu'il puisse être, de ce qui s'est passé dans tous les grands domaines culturels de l'Eurasie, et très probablement aussi d'une partie importante de l'Afrique, en dehors bien sûr du domaine bien attesté lui aussi de l'Éthiopie. Pour l'Amérique, je n'en sais rien du tout, mais je ne résiste pas au plaisir de vous donner cet exemple très caractéristique de quelque chose qui me semble tout à fait unique et qui pour moi illustre merveilleusement ce rapport hiéroglossique et qui est encore une analogie avec la situation japonaise. Au XIXe siècle, il y avait les îles Aléoutiennes, sont un chapelet d'îles qui relie l'Alaska à la Sibérie. C'était peuplé par une population, les Aléoutiens, n'est-ce pas, les Aléoutes, qui avaient une langue, il n'en reste plus que 300, et il y a eu un missionnaire russe qui a traduit les évangiles en aléoutien au XIXe siècle. Et pour un lectorat très, très limité. Ils sont maintenant pratiquement disparus et ce qu'il a fait constitue l'un des monuments de la langue aléoutienne. Je vous donne cela parce que vous voyez que la traduction donc, dans cette langue qui est proche, enfin qui est reliée à l'esquimau, l'aléoutien, la traduction est sur la colonne de gauche ici. Et c'est écrit dans les caractères slavons anciens, c'est-à-dire les caractères qu'on utilise dans les églises russes, orthodoxes, etc., jusqu'en Serbie. Et c'est écrit en aléoutien, cette langue qui n'avait aucune culture littéraire avant l'activité de ce missionnaire, n'est-ce pas? Donc il lui a conféré une sacralité extraordinaire en la transcrivant en écriture en vieux slavon, alors qu'à droite, vous avez le texte en russe, la traduction en russe, qui est en caractère moderne. C'est-à-dire qu'il a inversé la situation en conférant une sorte d'antiquité à l'aléoutien, qui était une langue entièrement orale, et le russe apparaissant comme une chose moderne. Vous voyez, donc, bien que je suppose qu'en
dans le monde amérindien aussi, il y a aussi certainement beaucoup de choses qui nous intéresseraient. Bien. Donc, nous pouvons revenir à notre cours. C'est là ce quoi nous allons travailler cette année. Le titre de ce cours que j'ai intitulé « Le zen entre deux langues » montre clairement notre attention. Notre intention. Nous allons aborder l'un des auteurs les plus connus, peut-être le plus connu dans le monde du zen, sous ce point de vue. Je pourrais presque faire un avertissement. Nous n'allons pas parler du zen en tant que religion, que doctrine zen. Nous allons bien sûr baigner dedans, mais mon propos sera d'examiner la situation langagière, n'est-ce pas, de Dogen. Puis, sur Dogen, il a été écrit en japonais comme dans les langues occidentales une quantité innombrable de livres et d'articles, au point qu'on peut se demander ce que peut ajouter quelqu'un qui ne peut même pas se targuer d'être un spécialiste de ce courant de pensée. Mais mon approche aura ceci de peu commun qu'il se situera donc entièrement sur le plan langagier, celui qui semble précisément le moins traité dans cette montagne d'écrits érudits ou moins érudits qui vient d'être évoqués. Il n'y a que très peu de... bien sûr, de mon point de vue, il n'y en a pas, mais il y a même très peu d'études qui portent sur l'intentionnalité de la langue de Dogen. Il y en a quelques-unes. Alors que tout le monde reconnaît la profonde singularité du langage de Dogen, on n'a que peu exploré la portée de ce décalage incessant qu'il opère dans son œuvre à l'égard de ses sources. Nous avons dit que son Shobogenzo était sans doute la première grande manifestation de la pensée religieuse en langue japonaise. Mais avant d'en aborder les aspects langagiers, dont nous irons chercher le moteur dans les rapports de Dogen avec la langue chinoise, il serait bon de rappeler certains traits fondamentaux du bouddhisme tel qu'il s'est exprimé dans cette langue, c'est-à-dire en chinois et en japonais. Nous le ferons très brièvement, que l'on se rassure. Nous l'avons dit et répété maintes fois, du bouddhisme, il n'est possible de dire quelque chose qu'à condition de définir aussitôt les limites dans lesquelles l'assertion pourra s'appliquer. À quelle époque, en quel pays, en quelle école ou secte cela s'est-il dit ou écrit? Comment cela est-il compris? Toute généralité est condamnée à être infirmée aussitôt que prononcée. Cela est d'ailleurs vrai pour toute assertion, la mienne, celle que je viens de faire en premier, qu'elle soit censée être légitimée religieusement ou académiquement. On pourrait peut-être trouver des universalismes, des généralités qui s'appliquent à toutes les situations du bouddhisme, mais jamais sous le même angle. Ça sera toujours changé selon les situations. Je voudrais simplement faire une allusion très brève à quelque chose qui me semble tout à fait extraordinaire. Je l'ai sans doute déjà dit ici. Dans les premières inscriptions bouddhiques que l'on est sûr de pouvoir dater du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ou autour, n'est-ce pas, entre 300 et 200, les inscriptions de l'empereur Ashoka, vous avez une stèle très célèbre où l'on mentionne le canon bouddhique. Le roi Ashoka dit, voilà, les écritures bouddhiques, c'est cela. Et il cite 8 titres. Or, nous n'avons aucun de ces titres dans aucun des canons bouddhiques conservés. Les huit. Alors, il semble que certains savants pensent que l'un des titres pourrait correspondre à un texte conservé. Mais voilà, nous savons qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le corpus de la religion bouddhique était défini par 8 titres, dont nous n'avons aucun vestige, ou peut-être caché dans le canon bouddhique actuel. Donc vous voyez que parler du bouddhisme sur la longue durée, c'est quelque chose de très difficile. Et d'ailleurs, il est amusant de constater, intéressant de constater que cette prudence élémentaire de la non-affirmation nous est, pour ainsi dire, dictée par l'un des principaux docteurs de la poésie bouddhique indienne, Nagarjuna lui-même, et sa doctrine du milieu, pour qui toute affirmation, comme toute négation, n'est que source d'erreur, d'ignorance, d'égarement, et doit être démontrée comme dommageable à la délivrance. Et nous verrons aussi que Dogen, dans la mesure où lui-même aurait accepté ce terme de pensée, n'est-ce pas, progresse largement selon cette démarche.
Et il y a une grande originalité d'expression chez Dogen, mais d'un autre côté, il se rattache à un courant, donc à un courant bouddhique indéniable. Pour ce qui nous concerne, donc, nous devrons avant de nous lancer dans ce cours, donner quelques précisions sur ce dont nous allons parler. Et en tout premier lieu, sur la place du zen dans le bouddhisme japonais à l'époque où nous nous trouvons, c'est-à-dire le XIIIe siècle. Pour ce faire, il me semble tout à fait indiqué de faire parler ceux qui peuvent le mieux en dire quelque chose, c'est-à-dire les moines de l'époque. Et je ne trouve rien de plus parlant, justement, que de faire appel à un petit ouvrage dont la concision même a assuré le succès tout au long de l'histoire du bouddhisme japonais savant, mais qui a été aussi particulièrement apprécié dans les études japonaises modernes. L'auteur que je vous donne ici en est le religieux Gyonen, 1240-1321. Vous voyez qu'il avait 13 ans à la mort de Dogen. On peut dire que c'est donc la génération suivante, qui était un moine érudit et réputé, appartenant à l'école Kegon. C'est l'un des représentants de ce qu'on appelle le Kamakura Kyūbukkyo, c'est l'ancien bouddhisme, le vieux bouddhisme, le bouddhisme archaïque de Kamakura, qui est, ça a été démontré par bien sûr plusieurs savants, et en particulier par mon ami Frédéric Girard, qui a beaucoup travaillé sur Myoé, n'est-ce pas, qui est de cette époque aussi. Il y a eu non pas seulement une réaction, mais ça serait trop réducteur de dire que c'est une réaction, mais une stimulation du bouddhisme scolastique traditionnel par les nouveaux mouvements auxquels j'ai fait allusion et qui ont connu un renouveau de vigueur. Et ils ont maintenu les anciennes lignées d'enseignement scolastique au milieu de ces nouveaux mouvements, en les élargissant même, comme on le voit avec Gyonen d'ailleurs. Gyonen a reçu les commandements au Todaiji, c'est pas le haut de Nara, donc le haut lieu du Kegon. Et il y a d'ailleurs certaines sources qui indiquent qu'il était auparavant entré dans la vie religieuse au mont Hiei. Alors vous pensez bien que ça me ravit, mais malheureusement on ne le dit pas dans toutes les biographies. Il serait donc lui aussi issu d'une certaine façon du Tendai. Il entreprend ensuite un véritable tour de formation de par les grands temples et centres d'études bouddhiques japonais de son époque. Et il se forme ainsi directement auprès de chaque maître, aux principaux systèmes doctrinaux et rituels qui sont alors dominants au Japon. On le connaît comme l'auteur de l'une des premières synthèses indépendantes, c'est-à-dire du traitement historique en tant que tel de l'histoire du bouddhisme, de façon autre que dans des ouvrages plus généraux, comme par exemple des recueils biographiques, etc. C'est ce fameux Sangoku Buppo Densu Engi, donc l'histoire, engi, n'est-ce pas, les circonstances, on peut traduire par histoire ici, de la propagation de la loi bouddhique dans les trois royaumes que sont l'Inde, la Chine et le Japon. Vous direz, la Corée n'est pas dedans, et pourtant elle a joué un certain rôle, mais la Corée était considérée comme une sorte au moins intellectuellement, comme une sorte de province chinoise. Et on peut voir dans le sillage de Jien, en quelque sorte, un autre indice de la conscience de plus en plus forte de l'autonomie du bouddhisme japonais dans cette monographie de Gyonen, qui est rédigée en chinois classique. Et de même qu'est rédigé en chinois classique. Alors ça c'était vous voyez, ça date de 1311, c'est-à-dire une dizaine d'années avant sa mort. C'est un ouvrage, disons, de vieillesse, oui, enfin de la fin de sa vie en tout cas. Mais avant ça, en 1268, donc il avait 29 ans à la japonaise, 28 ans selon le décompte occidental. Il a publié ce livre qui a eu un succès extraordinaire, comme je vous l'ai dit, et il a été complètement aussi remis à l'ordre du jour à l'époque moderne, le Hashukoyo, c'est-à-dire l'essentiel des 8 écoles, la trame des 8 écoles. C'est un opuscule assez court, en 2 livres, dont le titre donne bien le contenu. Gyonen, au terme de son grand tour, n'est-ce pas, des principaux centres bouddhiques de son temps, et alors qu'il était encore très jeune,
il rédige un tour d'horizon doctrinal du bouddhisme de l'époque qu'il divise en 8 écoles principales. Bon, ça, je vous donne le texte ici. La liste ne nous surprendra pas. Il s'agit des 6 écoles de Nara. Vous voyez, question-réponse, n'est-ce pas? Quelles sont ces 8 écoles? La réponse, ces 8 écoles sont l'école de l'Abhidharma Kosha, n'est-ce pas, le Kushasu, l'école du Jojitsushu, du Jojitsuron, c'est-à-dire un texte bouddhique qui était considéré comme encore du petit véhicule. En troisième, Rishu, l'école du Vinaya, de la discipline monastique. Donc vous voyez que ces trois premières écoles peuvent être plus ou moins considérées comme relevant du petit véhicule, encore qu'il n'y ait pas eu de petit véhicule en tant que tel au Japon. Ensuite, à partir de la quatrième, vous avez l'école du Hosso, c'est-à-dire l'école du rien que penser, du Vijnanayavaden. Le cinquième, c'est l'école des 3 traités, le Sanonshu, c'est-à-dire le Madhyamaka, l'école de Nagarjuna, justement. Ensuite, vous avez en sixième l'école du Tendai, le septième, le Kegon, et le huitième, donc le supérieur, c'est le Shingon, c'est-à-dire l'ésotérisme. C'est très intéressant de voir l'espèce de hiérarchie que établit Gyonen, qui est lui-même pourtant moine du Kegon, n'est-ce pas, et qui met le Kegon avant, c'est-à-dire inférieur au Shingon. Ce n'est pas tout à fait l'ordre chronologique, parce que vous avez les 6 écoles de Nara, mais vous voyez que Tendai et Shingon sont 2 écoles qui sont nées à l'époque établies individuellement à l'époque de Heian. Mais il y a donc une espèce de petite ajustement de la hiérarchie. Gyonen met bien le Kegon au-dessus du Tendai, mais il le laisse au-dessous du Shingon. Mais vous remarquez aussi que ces trois dernières écoles sont toutes fondées sur des sutras, à la différence de ce qui se fait des 5 précédentes, n'est-ce pas? Le Tendai sur le Sutra du Lotus, encore que le Hosso aussi considère le Sutra du Lotus comme texte fondamental, mais je n'entre pas, nous y reviendrons peut-être un de ces jours. Et ensuite le Kegon, bien sûr, sur le Sutra du Kegon, le Sutra de l'ornementation fleurie, comme on traduit parfois, ou de l'ornement de splendeur, comme je préfère le traduire, et le Shingon-shu, le Shingon qui est fondé sur le Dainichi-kyo. Donc il y a peut-être aussi cette idée dans... Alors vous voyez que, vous allez me dire, ce livre date de 1268, quelques années après la disparition de Shinran, donc 1262, 15 ans après celle de Dogen, qui est mort en 1253. Il y avait eu auparavant l'action de personnalités importantes aussi comme Eisai, n'est-ce pas, ou Yosai, qui est le fondateur au Japon de l'école zen dite Rinzai, qui était très important, mais qui a aussi œuvré dans les écoles traditionnelles, et bien sûr Honen, le prédécesseur de Shinran, qui est le fondateur de l'école de la Terre pure. Alors, où se trouve-t-il dans ces 8 écoles de l'époque de Kamakura dont parle Gyonen, n'est-ce pas? Et je ne parlerai pas de Nichiren, parce qu'on peut estimer à la rigueur que Nichiren soit assimilé au Tendai. Bon, je suppose que ça ferait crier plus d'une personne, mais intellectuellement, disons. Donc, nul ne pouvait ignorer à l'époque qu'en dehors de ces 8 écoles traditionnelles, l'âge de Gyonen était profondément marqué par les mouvements relevant de la terre pure d'une part et de la diffusion au zen de l'autre. Il est vrai que ces mouvements n'avaient pas marqué leur temps de la même façon et qu'ils sont même incommensurables dans leur ampleur. Les croyances en la terre pure, nous l'avons vu en particulier l'an dernier avec Jien, et même avant avec le Senjusho, évidemment, et Saigyo, n'est-ce pas, le poète Saigyo. La terre pure était partout. Les croyances à la terre pure étaient universelles au Japon. La pensée de Jien, la pensée politique de Jien, sa poésie, ne s'entendent qu'à la lumière de cette conscience qu'on pourrait appeler apocalyptique de la terre pure.
il y a quelques recherches, il y a quelques travaux modernes qui veulent mettre en sourdine cette idée de caractère apocalyptique de fin du monde des croyances en la terre pure. Certes, ce n'est pas l'apocalypse de l'an 1000 comme on a en Occident, mais cette conscience d'être dans une époque dégénérée est très très présente chez ceux que je viens de mentionner. Et on sait d'ailleurs que Jiens, qui était un grand moine du Tendai, mais se trouvait dans un temple de Kyoto, le Shorin-in, qui était un haut lieu de l'école syncrétique Terre Pure Tendai, n'est-ce pas? Donc tout ce qui pensait au Japon de l'époque était profondément imprégné de la foi en le Bouddha Amida. La vogue du zen ne se pouvait bien sûr comparer à celle de la Terre Pure, mais à l'époque de Gyonen, la notoriété de Dogen n'était pas mince. Il était auréolé de son séjour en Chine et son activité de prédication s'étendait de Kyoto jusqu'au lointain Heiji sur la mer du Japon. Donc il y avait aussi une vogue du zen qui avait été laissée par Eisai. On ne pouvait l'ignorer. Et je reviendrai la semaine prochaine sur quelques autres événements. Donc il est donc proprement étonnant de constater que ces deux courants ne se trouvent pas dans les 8 écoles du titre. On pourrait somme toute trouver normal que l'un des plus éminents représentants du bouddhisme traditionnel choisisse d'ignorer ce qu'il pourrait considérer comme des innovations injustifiées. Mais ce n'est justement pas le cas. De façon plutôt surprenante pour le lecteur, Gyonen, et c'est certainement lui, parce que l'histoire du texte ne dit pas que ce sont des pages rajoutées à la fin, c'est certainement Gyonen lui-même. À la toute dernière page, comme en un repentir, nous propose un bref complément, Fusetsu, intitulé Zenshu Narabini Jodoshu, l'école zen et l'école de la terre pure. Ça fait une page et demie à tout casser, n'est-ce pas? Il y expose en 2 brefs paragraphes ce qu'il faut savoir de ces 2 courants, en faisant précéder cet ajout de la remarque suivante. Bon, je n'insiste pas, comme vous le savez ici, je n'insiste pas trop sur les lectures et tout ça, je vous donne ça comme référence, lisez, je vous donne les dogmes giri des écoles sont insondables en leur profondeur. Shubaku. Ici, c'est-à-dire Iman, n'est-ce pas, dans ce livre, nous n'en avons laissé. Alors je traduis littéralement puisqu'il mêle deux métaphores, n'est-ce pas? Nous n'en avons laissé couler qu'un mince cheveu, qu'un mince filet, donc, pour humecter les débutants. De ce qui s'est transmis au Japon depuis les temps anciens, il n'y a que ces 8 écoles qui soient traitées comme communément admises. Guko, n'est-ce pas? Guko no mote asobu tokoro, la ligne 2 à la fin. Cependant, en dehors des 8 écoles, l'école du zen, n'est-ce pas, et la doctrine de la terre pure, il dit Zenshu d'un côté, Jodo no Oshie de l'autre, prospérèrent, Sakan nishite, Guzu su, ou Gutsu su, Seri, et furent aussi largement diffusées. Il y a une petite contradiction, vous voyez. Nous pouvons lire à travers ces quelques lignes la raison principale de cet oubli du zen et de la terre pure. C'est que Gyonen ne prend en considération que les doctrines, les dogmes, giri, qui soient clairement répertoriés et admis par la communauté des docteurs. Guko. Guko est un terme de logique qui veut dire donc les prémices, les bases logiques que tout le monde admet pour mener ensuite la discussion. Et le terme de mote asobu, n'est-ce pas, qui veut dire jouer, n'est-ce pas, to dabble en anglais, n'est-ce pas, il considère la scolastique comme presque un jeu intellectuel. Donc, la terre pure et le zen, chacune dans sa manière propre, échappent au cadre scolastique qui fait les délices de Gyonen. Mais n'oublions pas que Gyonen, je n'en parle pas ici, mais Gyonen a après laissé, quelques années plus tard, un livre consacré à la terre pure, qui s'appelle Jodo Homon Genrusho, n'est-ce pas, le texte sur la source et le courant donc, des doctrines de la terre pure, qui est entièrement consacré à cette doctrine. Mais il n'a rien laissé de spécifique sur le zen. Alors voyons donc ce qu'il nous dit du zen. Il suit en condensé la manière de son traité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout d'abord une petite présentation historique et ensuite une présentation doctrinale et puis des notes historiques sur la transmission. Alors voici ce qu'il en dit. Kano Zenshu, n'est-ce pas? Pour l'école du zen, la loi du Bouddha en son tréfonds, Gente,
est mystérieuse et obscure, est fort mystérieuse et fort profonde et obscure. C'est pas Hanahada Fukashi Mimyo Nari. Fukashikute, enfin, on peut dire Jinshin Mimyo Nari. Il n'existe pas une. Alors, Honnai Muichimotsu, il n'existe pas une seule chose à l'origine, nulle passion originelle. Et nulle passion originelle, et Motokore Bodai, fondamentalement, à l'origine, ce n'est que l'éveil. Ensuite, c'est Bodhidharma Sairai vint de l'Occident, Furyumoji, il n'établit pas d'écriture, Jikishin Ninshin, il s'adressa directement, il désigna directement l'esprit, la pensée de l'homme, Kenjo Jōbutsu, et propageant l'idée selon laquelle on accède à l'état de Bouddha, Jōbutsu, par la vision de la nature, Kensho, la nature de Bouddha qui est à l'intérieur de l'homme. Et il finit par cette conclusion, l'école zen, Yosho no Shinjin Mampo no Soisuru Hogi, Juju ni Koron ou bien Ron Tataku Koto ni Onaji Karazu, elle diffère, elle n'est pas semblable, elle diffère des myriades d'enseignements, du foisonnement des myriades d'enseignements des autres écoles, dont les dogmes se contredisent et qui se livrent à des disputes, des querelles incessantes. On voit que c'est fort peu de choses, surtout si on le compare à la densité des exposés qui précèdent, mais c'est assez pour nous montrer ce qu'en pense Gyonen. On voit qu'il répète trois des quatre expressions courantes à partir des songs pour résumer l'enseignement du zen, n'est-ce pas ? Vous voyez que tout le monde a reconnu, n'est-ce pas, le Furyumoji, Jikishin Ninjin, Kenjo Jōbutsu, ce sont des clichés pour résumer les enseignements du zen. Il y a un quatrième que je vous donne en dernière ligne, Kyoge Betsuden, il existe. C'est un enseignement, une tradition, une transmission indépendante à l'extérieur de l'enseignement Kyo, mais qu'on peut ici comprendre comme les sutras, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'enseignement écrit. Donc, vous voyez que ces termes qui sont toujours cités au milieu qui sont toujours cités à propos du zen, sont déjà, dès l'époque, considérés comme des devises, des slogans même du zen. De même, Honnai Muichibutsu, Mubon no Genze Bodai, ce sont aussi des citations. Donc il fait une petite brochette de citations pour désigner le zen. Il contraste donc le foisonnement doctrinal des autres écoles, dont Gyonen semble pourtant se délecter, avec la simplicité des formules du zen. Et il poursuit la présentation dans la seconde partie, historique celle-là, que je vous donne ici très rapidement. En Inde, les 28 patriarches, je vous donne quelques références historiques, n'est-ce pas ? En Inde, les 28 patriarches transmirent l'enseignement de cœur à cœur, Ishin Denshin, encore une formule bien connue du zen. Ce fut le 28e, le grand maître Dharma, Bodhidharma, qui le transmit en terre chinoise, Kanchi, à l'époque des Liang, c'est-à-dire au VIe siècle. Il fut ainsi repris successivement jusqu'au 6e patriarche, c'est-à-dire Enno, Huineng, mais sous le 5e patriarche, c'est-à-dire Jinshu, il est cité dans le texte. Ah oui, Jinshu, n'est-ce pas, Kami no Hideru, qui est de 706, donc, qui était un disciple de Huineng qui s'appelait Shenhui Jinne a voulu faire une dissidence et donc il a rétabli sa lignée à partir du 5e patriarche, je ne sais pas du 6e, mais pour l'instant nous ne parlons pas de tout ça, n'est-ce pas ? Donc
sous le 5e patriarche, les deux écoles du Sud et du Nord commencèrent à se séparer. La postérité de l'école du Sud du 6e patriarche se divisa finalement en 5 branches, tandis que le maître de discipline Dao Xuan, c'est-à-dire que vous voyez ici, n'est-ce pas, qui était venu au Japon, un Chinois qui est venu au Japon à Nara en 736, qui introduisit d'abord le Kegon, mais qui est aussi la discipline monastique, c'est pour ça qu'on appelle ici le maître de discipline, avait aussi propagé, est connu pour avoir propagé l'école zen du Nord. Par ailleurs, le maître de la transmission de la loi, c'est-à-dire Saicho, le fondateur du Tendai, transmit cette école du Sud. Ce n'est pas tout à fait l'école du Sud, mais je n'entre pas dans. C'est le Gozu Zen, n'est-ce pas, le zen de l'école, littéralement de la tête de bœuf, qui est encore une autre branche du Zen. Donc, le Saicho transmet cette école du grand empire des Tang sous le nom d'école de la pensée du Bouddha, Bushinshu, qui est un autre nom du Zenshu. Et Bushin, la pensée de Bouddha, étant synonyme de Busho, c'est-à-dire nature de Bouddha. D'illustres religieux de notre temps, je reviendrai là-dessus, la transmirent aussi de la cour des Song, et elle fut propagée avec succès dans les hauts lieux du Japon. Ces quelques lignes nous donnent ce qu'un jeune moine érudit ô combien avait voulu retenir du zen au Japon au moment où Dogen disparaissait. Malgré leur brièveté, nous pouvons être surpris de découvrir que la plupart des formules, pour ne pas dire les clichés que l'on cite encore à propos du zen, se trouvaient déjà sous le pinceau dans les traits. Et je pourrais même ajouter que ce qu'il dit du Hommubonno Genzebodai est une citation d'un texte de Eisai, de Yosai, et qui est une citation critique d'ailleurs. C'est une vision que Yosai va critiquer. Donc vous voyez, ce texte est assez comment dire, malin, je dirais. Et l'on découvre aussi répété l'idée selon laquelle le zen avait été transmis au Japon par Saicho, idée que l'école Tendai elle-même a aussi propagée. En quelques mots, est aussi clairement marquée la grande division entre les deux courants zen du Nord et du Sud, ainsi que la division de l'école du Sud entre les 5 écoles et les 7 sectes. C'est bien sûr cette lignée qui va être transmise au Japon sous plusieurs de ses facettes, mais l'on voit que Gyonen tient à mentionner l'école du Nord, bien discrètement parvenue au Japon en la personne de Dosen, qui est avant tout connue pour son apport au Keigonshu. Depuis les travaux de Bernard Faure, sur lesquels je reviendrai, on est fondé à ne pas attacher une importance exagérée aux divergences doctrinales entre les différentes lignées, comme cela arrive souvent dans les controverses entre écoles, mais je reviendrai là-dessus. Nous retiendrons aussi les derniers mots de la notice doctrinale, soulignant que l'enseignement du zen contredisait, donc était en quelque sorte à l'inverse du foisonnement scolastique. On serait fort tenté d'y trouver une allusion à l'enseignement de Dogen, puisque vous allez voir comment il reprend cet enseignement scolastique pour en quelque sorte le démonter. Nous allons aborder donc dès le prochain cours la présentation de ce personnage singulier, et je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui.